Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve pour cette petite vidéo de la semaine. On essaye de ralentir, hein. Je sais que vous avez beaucoup de vidéos en retard, je le comprends, il y a énormément de choses qui se sont faites. Mais là, on va parler de la magie. On va parler de la magie parce qu'on entend beaucoup de choses. Moi-même, hein, au début, je me suis dit, attends, la magie, est-ce qu'elle est morte ou pas? Est-ce que... euh, Est-ce que c'est toujours aussi impactant qu'avant? Il y a beaucoup de choses. Et donc j'ai eu envie de vous faire un petit point sur qu'est-ce qui fonctionne, le rappel du fonctionnement de la magie sur The Old World, en faisant le point encore une fois sur les différents sorts, les stats aussi, surtout très important pour ne pas rester dans du ressenti, dans du feeling. Et aussi tout ce que petites unités et options à connaître pour les joueurs les moins assidus qui ne soient pas surpris de voir des petits trucs très forts qui impactent sur la magie. Et donc voilà. Alors dans la vidéo, vous avez vu, on passe sur le support au bleu. Je préfère celui-là au support un petit peu crème. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous préférez. Même si ce que vous préférez, c'est de ne plus avoir de problème de son, j'ai compris. Mais il faut juste que je me trouve une carte son externe. Parce qu'en fait, à force de faire le point sur tout ce qui n'allait pas, il reste que ça. Donc encore une fois, un grand merci à Bartel, hein, dont c'est le métier, qui a passé un petit peu de temps. Donc voilà, normalement je suis tout seul, là, le setup a l'air plutôt clean, comme d'hab, les commentaires je vous fais confiance. Quand je suis tout seul vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est juste que quand j'ai un invité on évite de dégommer la qualité du son de l'invité. Là on passe dans le fascisme direct où j'efface les commentaires. Bref, on va commencer tout de suite avec le rappel du fonctionnement de la magie. Donc il y a des petites choses qui ont évolué, donc c'est plutôt sympathique. Donc on rappelle comment on lance des sorts sur Battle, sur The Old World. Pour les sorciers qui sont de niveau 1, niveau 4, en fait ils vont connaître de base un nombre de sorts égal à leur niveau, plus un bonus. Donc en fait un level 1 va connaître un sort, un level 2 va en connaître 2, 3 ou 4. Pour ça il n'y a rien de particulier. Il va pouvoir remplacer l'un des sorts qu'il aura tiré aléatoirement par le sort signature du domaine ou s'il a accès à des domaines spécifiques de faction, par un des sorts de sa faction, des sorts d'armée. Et vous avez des objets magiques, vous en avez beaucoup, qui valent 15, en général une quinzaine de points, qui vous permettent d'avoir un sort en plus. Alors ces éléments étaient très forts avant la fac 1.5. Maintenant, désormais, les sorciers ne peuvent lancer un nombre de sorts que égal à leur niveau de sorcier. Ce qui veut dire qu'à un niveau 2, même s'il connaît 7 sorts, et maintenant il va lancer maximum 2 sorts par tour. Donc c'est vraiment très impactant, c'est un gros changement par rapport à avant. Les sorciers ensuite ne peuvent pas lancer de sorts. Les sorts ont une valeur de lancement, qui fait par exemple, je vais dire n'importe quoi, l'exemple que je donne c'est 8+. En fait vous allez prendre 2d6, vous allez ajouter votre bonus de lancement, et ça doit atteindre au moins la valeur de lancement pour être lancé. Donc si ça a une valeur de 8 ou plus, il faut que vos dés plus votre bonus fassent au moins 8 ou plus. Le vrai changement de cette 1.5, c'est au niveau des bonus de niveau. Les bonus de niveau sont désormais de 1 pour les niveaux 1 ou 2 et de 2 pour les niveaux 3 ou 4. Alors qu'avant, c'était en gros le niveau du sorcier. Donc autant vous dire que là, maintenant, les sorciers de niveau 3 et 4, au lieu de lancer à plus 3 ou à plus 4, vont lancer à plus 2. Et pareil, on va le voir après, ils vont aussi dissiper à plus 2. Donc ça change énormément de choses au niveau de l'équilibre des choses. Et après, vous avez des bonus de casse qui sont assez variés. Vous avez le Mortis en contre vampire qui fait une bulle où on peut lancer à plus 1. Enfin, on lance à plus 1. C'est même pas... Enfin, vous pouvez lancer à plus 1, mais que vous choisissiez d'utiliser le bonus ou pas, vous ferez un double fiasco. Donc en gros, vous lancez à plus 1. Vous avez des pierres d'Erde, pareil, qui permettent à 12 pouces aux sorciers d'avoir plus 1 pour cast. Vous avez des objets magiques comme des dagues, la serpe de Crute en ogre, qui permet de sacrifier des gnoblards pour ajouter un des 3 pour caster le spell. Donc voilà, vous avez énormément de sources encore pour appuyer sur la magie. Donc même s'il y a eu un nerf au niveau des valeurs de cast, en fait on va juste voir plus souvent les petits objets qui permettent d'assurer les castes. Et donc ça c'est assez intéressant. Si vous faites un double as, c'est un fiasco, c'est un échec. Donc vous avez un tableau spécifique, on en parlera tout à l'heure. Et si vous faites un double 6, c'est une irrésistible. Donc double 6, le sort passe quoi qu'il arrive, même s'il y a des modificateurs, même si l'adversaire vous met ou un 4. Et surtout, il ne peut pas tenter de le dissiper. Au niveau de la dissipation, justement, ça peut être fait principalement par un sorcier. Donc, s'il n'est pas en fuite, s'il est engagé au corps à corps, il ne peut tenter de dissiper que les sorts qui l'affectent lui ou son unité. Donc ça, pareil, c'est un gros changement apporté par la 1.5. Avant, quand vous étiez engagé, vous n'aviez pas de dissipation du tout pour le sorcier. Le rayon pour dissiper, c'est 18 pouces si vous êtes niveau 1 ou 2 et 24 pouces si vous êtes niveau 3 ou 4. Donc ça reste assez important. Il y a beaucoup de sorts, notamment les projectiles magiques qui ont une portée 24. Ça veut dire qu'un niveau 3 ou 4 va pouvoir se poser en face d'une unité, en face d'un sorcier de niveau 1 ou 2, se mettre à 19 pouces,
lui balancer ses blasts et ne pas lui permettre de dissiper. On vous rappelle, hein, la condition, s'il est engagé, peut dissiper que des sorts l'affectant lui ou son unité, il faut toujours qu'il soit à portée du sorcier adverse. Pour la dissipation, c'est pareil, c'est 2d6 plus votre bonus de dissipation, qui est le même que le bonus de lancement, c'est votre bonus de niveau, et ça doit dépasser la valeur obtenue par le joueur adverse. Pas la valeur de lancement du sort, la valeur obtenue par le joueur adverse. Donc, ce qui veut dire que si j'ai un sorcier adverse qui va me lancer 2d6, qui va faire 7, parce que c'est déjà la stat, il est niveau 2, donc il va faire 9, et ben avec je dois viser un 10 sur le résultat. Donc si j'ai plus 1, ben, je dois viser 9 au dé. Si j'ai plus 2, je dois le viser 8 au dé. Si j'ai plus 3, etc. etc. De la même manière, si vous faites un double as pour dissiper, c'est un fiasco. Si vous êtes un double 6, c'est une dissipation irrésistible, ce qui fait que ça passe quelle que soit la valeur. Vous avez... Hop. Yoplay. Vous avez la dissipation fatidique, vous en avez une chacun par tour de joueur, qui permet de dissiper même si vous n'avez pas le sorcier à portée. La différence, c'est que vous n'allez pas avoir de bonus pour dissiper. Donc encore une fois, dans le cas où votre adversaire il a fait 7, il a plus 2, son sort passe à 9, donc vous devez faire 10 avec les 2 dés. C'est un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, dans la version actuelle, dans la version 1.5, en partant du principe que l'adversaire n'a pas plus 4 pour dissiper, bah, votre fatidique a plus de chances, parce que c'est plus simple de faire plus 3 par rapport au jet de dés adverse, plutôt qu'un plus 5 comparé à avant. Vous avez aussi des sorts qui restent en jeu. Alors, les sorts qui restent en jeu, c'est les vortex, des malédictions, des enchantements notamment. Ça va durer jusqu'à ce que le sort soit dissipé. Ce qui veut dire que, par défaut, quand vous allez lancer, un sort va avoir un effet donné. Par exemple, il va dire, jusqu'à la fin du tour, vous allez avoir une invulnérable à 5+. Jusqu'au début de votre prochain tour, donc ça va faire votre tour et le tour adverse, l'unité ennemie a -2 à sa sauvegarde d'armure. Par exemple. Là, vous avez des sorts qui s'appellent Reste en jeu, Remains in Play. Et en fait, le sort va rester. Donc en fait, ce sont des sorts qui seront dissipables. C'est dissipable pendant votre phase de conjuration. Donc pendant votre phase de conjuration, vous pouvez dissiper les sorts qui restent en jeu de l'adversaire. Pendant le sorcier qui a lancé le sort en question, il peut le dissiper au début de toute sous-phase. Donc c'est vraiment, voilà, début d'une sous-phase, vas-y, je le dispelle, on n'en parle plus. C'est toujours pratique, notamment si vous avez un vortex, qu'il y a vos unités qui sont à côté, et que là vous vous dites, attends, je vais me le prendre dans la gueule, donc on le balance, on retire à cet endroit-là. Et il est aussi annulé automatiquement si le lanceur du sort restant en jeu meurt, première étape, ou s'il retente de lancer le sort, que ce soit une réussite ou non. Donc typiquement, vous avez un vortex qui est dans les lignes adverses, votre sorcier peut dire, écoute, je vais tenter de le relancer parce que j'ai envie de le replacer un petit peu mieux. À partir du moment où il décide de le retenter, c'est à partir du moment où il lance les 2d6, qu'ils réussissent ou pas, le sort restant en jeu est dissipé. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les objets liés. Les objets liés, c'est des objets magiques qui vont fonctionner comme des sorciers, mais qui vont avoir un niveau spécifié. Comme l'anneau rubis de ruine, par exemple, qui va lancer un boule de feu avec un anneau de puissance 1. Voilà, c'était 2 avant l'1.5, maintenant c'est plus 1. Donc en fait, vous allez lancer 2d6. Si vous faites 7 ou plus au dé, avec votre bonus de plus 1, vous allez atteindre le 8+ nécessaire pour lancer le sort boule de feu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonus supplémentaire, même si c'est un sorcier qui l'a à son anneau. Et il n'y a aussi pas de fiasco quand vous faites un objet lié. Pas de fiasco, pas d'irrésistible. Donc c'est toujours dissipable avec les différents bonus, etc. Bon, après, un double 6 plus 1, ça fait 13. Ce qui veut dire que vous devez faire maintenant 14 pour le dissiper. Bon, ça reste très compliqué de le dissiper. Mais si vous faites un double 6 avec un objet lié, que votre adversaire fait son double 6, le double 6 de dissipation va prendre la priorité dessus. Ce qu'on voit beaucoup maintenant, et je pense qu'on va l'avoir de plus en plus, c'est la résistance à la magie. La résistance à la magie, c'est une règle spéciale de certaines unités. En fait, ça va mettre un malus, un modificateur négatif au jet de lancement. Donc, comme vous avez un modificateur positif, qui va être le niveau de l'objet de sort, plus 1 par exemple, un sorcier niveau 3 ou 4, comme on l'a dit, il va avoir plus 2, là vous allez avoir un malus, moins 1, moins 2 ou moins 3. Pour l'instant, elles sont capées à 3, peut-être qu'un jour on aura autre chose. Si vous en avez plusieurs, si vous avez 2 figurines avec résistance magie 1, vous prendrez quand même une résistance à la magie 1. Par contre, si vous en avez plusieurs différentes, une résistance à la magie 1, une résistance à la magie 3 dans l'unité, vous allez prendre le 3. Donc attention, là on n'est pas dans 1 plus 1 égale 2, non, on prend le plus grand entre les 3. Entre celles à disposition, pardon. Donc c'est toujours intéressant parce qu'en fait vous allez faire un modificateur négatif au jet de lancement, donc il peut ne pas atteindre la valeur et surtout ça va faciliter votre dé de dissipe.
Et au niveau des fiascos, donc on en a parlé, vous avez les fiascos que vous allez faire en lançant les sorts. Le premier, c'est quand vous castez et quand vous dissipez. Il y a des petites différences. Donc les premiers résultats, vous allez lancer 2d6 et vous allez regarder ce qui se passe. De 2 à 4, vous allez mettre la grosse galette force 10 PA-4 sur votre sorcier. Donc autant vous dire que lui et ses potes vont pas trop apprécier la blague. 5 et 6, on passe à la petite galette, mais ça reste force 6 PA-2, donc ça fait toujours des trous. Force 7, le résultat qui est souvent le plus intéressant, vous prenez une force 4 PA-1 sur votre sorcier. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites un double as, si c'est pour caster, quels que soient vos bonus, le sort ne passe pas. Si c'est pour dissiper, quels que soient vos bonus, le sort n'est pas dissipé. Vous avez un truc. L'exception à ça, c'est si vous faites 8 et 9, le sort va passer de base. D'accord, il va passer. Il est dissipable par l'adversaire. Vous partez du principe qu'il a été lancé à sa valeur minimum de lancement. Donc par exemple, si c'est une boule de feu, vous partez du principe que le sort est passé à 8. La différence maintenant, c'est que si vous faites ce résultat de 8 et 9, le sorcier ne peut plus tenter de cast pour le tour. Le sorcier, avant c'était le joueur, là c'est le sorcier. Si vous faites 8 et 9 pour dissiper, le sort est dissipé, donc ça c'est cool. Par contre, le sorcier en question ne peut plus tenter de dissiper pour le tour. Et ensuite, si vous faites un 10+, en fait le sort va passer comme une irrésistible. Donc en fait, il n'est pas dissipable par l'adversaire. Par contre, le joueur, vous ne peut plus tenter de caster pour le tour. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus lancer de sort, même si vous avez 6, 7, 8 sorciers. Donc voilà. Alors ça, c'est une grosse modification, parce qu'en fait, le 10+, pareil pour dissiper, c'est dissiper comme si vous avez fait un double 6, et le joueur ne peut plus tenter de dissiper pour le tour. Donc ça, ce petit changement là de 8-9, l'air de rien, c'est ce qui va vraiment changer énormément l'impact des petits sorciers dans la méta, bien plus que, en combiné avec le +1 pour casser au lieu du +2 des levels 3-4. C'est qu'en fait, quand vous aviez 6, 7, 8 sorciers, si vous tapiez un fiasco, vous aviez quasi un peu moins d'une chance sur 2, parce qu'en fait 8 à 12 sur 2d6, de ne plus du tout lancer de spell pour le tour. Donc autant dire que moi ça m'arrivait en Skaven, quand vous tapez un fiasco au début du tour avec votre pauvre niveau 2 qui a tenté de lancer sa petite malédiction de merde sur une unité qui vous impactait pas, tant que ça, vous aviez une chance sur 2 quasiment de dire voilà, je lance plus de sort, et donc là vous aviez vos 2 niveaux 4 prêts à balancer leur nuage de poison, leur malédiction, etc., qui disent petit bâtard, tu m'as trahi quoi. Et donc là, avec cette modification où c'est le sorcier en question qui peut plus tenter le cast, on peut arriver dans une méta où ça va être très intéressant de multiplier les petits sorciers, parce que en fait la probabilité de ne plus lancer le sport suite à un fiasco est beaucoup plus basse. Ensuite, on va passer aux différents types de sorts. Encore une fois, c'est un petit rappel, ça permet juste d'aborder le sujet. Déjà, les enchantements, les malédictions. Donc, petit rappel, ça se lance pendant votre phase de stratégie, donc au début de tour, et ça se fait avant les ralliements. Ce qui veut dire que si votre sorcier a fui au tour précédent, si vous n'avez pas une capacité spécifique pour le rallier au début de votre tour, donc notamment les cris de ralliement qui sont très bien pour ça, un sorcier qui a fui, dans ce cas-là, ne pourra pas tenter de lancer son enchantement. Ça se lance dans les arcs avant du sorcier. Alors attention, vous n'avez pas besoin de ligne de vue. Ce qui veut dire que vous avez votre angle de 90 degrés dans lequel vous voyez. Donc ça, c'est assez simple. Et vous pouvez le lancer là-dessus. Si vous êtes un tirailleur ou si vous êtes sur un char, les sorciers peuvent les lancer à 360 degrés. Parce qu'on rappelle, un tirailleur, tant qu'il est isolé, donc un personnage isolé compte comme tirailleur, donc il n'a que les arcs avant, donc en gros il voit à 360. Et pareil pour un char, même s'il ne charge que devant lui, il peut lancer ses sorts et tirer à 360 degrés grâce à la règle de plateforme de tir. Vous n'avez pas besoin de ligne de vue pour les enchantements et malédictions. C'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, mais c'est très très important. Vous devez juste être à portée de l'adversaire dans votre arc avant. Certains sorts peuvent cibler des unités engagées au corps à corps, mais il faut que ce soit précisé. De base, en fait, vous ne pouvez pas lancer un sort sur une unité qui est engagée au corps à corps, à l'exception d'un sort d'assaillement, dont on parlera après, c'est les sorts de corps à corps. Mais voilà, il faut que ce soit précisé. Typiquement, là, vous prenez les deux sorts qui est à côté de vous, Mirage miasmatique. Mirage miasmatique, il vous dit que l'unité a -2 en move, qu'elle peut pas charger, qu'elle peut rien faire, et ça ne dit pas qu'elle peut cibler une unité engagée au corps à corps. L'exception, c'est par exemple la Plague of Rust, c'est bien marqué, This spell may target an enemy unit engaged in combat, donc ça veut bien dire que vous pouvez cibler une unité ennemie engagée au corps à corps avec ce sort. Et de la même manière, vous avez des sorts qui vont annuler les autres sorts lancés du même type ou d'un autre. C'est l'exemple du Mirage miasmatique
qui vous dit que si vous le lancez sur une unité, toute malédiction déjà lancée sur l'unité est annulée. Donc en fait, vous ne devez pas vous planter au niveau de l'ordre, c'est très bête, hein, mais vous ne devez pas vous planter au niveau de l'ordre. Si vous avez 2 sorts de malédiction dans le mirage mathématique, bah, lancez-le en premier. Et ça veut aussi dire que les sorts qui sont trop forts, très impactants, vont être, ne seront pas lançables sur la même unité. Si vous avez 2 sorts qui annulent les malédictions déjà enchantées ou qui annulent un enchantement déjà enchanté, vous ne pourrez pas le cumuler sur la même unité pendant le même tour. Notez aussi, là, le Miasmatic Mirage, c'est un screen du livre de règles, il est resté à 11+, maintenant son cast est passé à 10. Bon, c'est du détail, mais ça fait partie des choses apportées par la 1.5. Au niveau des sorts de transfert, c'est ça que vous allez lancer pendant votre phase des mouvements restants. Phase des mouvements restants, on vous le rappelle, c'est une sous-phase, c'est après les déclarations de charge et après les mouvements obligatoires. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas lancer... vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez un sort qui va améliorer votre valeur de mouvement, un sort de transfert, vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire des charges ou des mouvements obligatoires. Donc c'est assez important. Ce n'est pas lançable si le sorcier a chargé. Donc ça, c'est apparu au niveau des facs, c'est pas dans le bouquin de règles. C'est une restriction qu'ils ont mise, notamment à cause du sort Marche à travers les mondes, qui permet de rendre une unité éthérée, donc pas affectable par les attaques magiques. De la même manière, arc avant, pas besoin de ligne de vue, donc ce qui veut dire qu'encore une fois, si vous êtes un sorcier solitaire de type infanterie ou cavalerie, vous comptez comme tirailleur, vous aurez les 360. Et de la même manière, vous avez certains sorts qui peuvent cibler des unités engagées au corps à corps. On a notamment l'Infernal Gateway, qui en fait permet de téléporter un personnage et y compris de le sortir du corps à corps, donc c'est bien précisé, vous pouvez le lancer sur un personnage engagé, ça peut vous permettre de vous sortir de situations un petit peu compliquées. Voilà. N'oubliez pas aussi, ce n'est pas lançable si le sorcier a chargé. Il n'y a pas de contrainte à le lancer sur une unité qui a chargé si elle est ciblable. C'est notamment l'une des utilités de l'Infernal Gateway. En fait, si vous avez des sorciers qui infligent la terreur, vous allez pouvoir lancer votre sort, déclarer votre charge, créer des tests de terreur chez l'adversaire. Alors ça marche très bien si vous avez des combinaisons de domaines pour réduire le commandement de l'adversaire. Et votre sorcier, une fois qu'il est engagé au corps à corps, si vous dites que ouais, au final le mec il a réussi son test, je suis pas dans une disposition, hop, Infernal Gateway, je le décale, etc. Ce qui compte vraiment, c'est que le sorcier qui lance le sort n'est lui-même pas chargé. Au niveau des projectiles magiques, ça se lance pendant la phase de tir. Faut vraiment, on est dans la fireball la plus classique, la boule de feu. Les fans de jeux de rôle et de D&D savent de quoi on parle. C'est pas lançable si le sorcier est engagé au corps à corps ou a fait une marche forcée. Ça se fait dans l'arc avant et dans ce cas-là, il faut une ligne de vue de la part du sorcier, c'est important, et ne peuvent cibler des unités engagées au corps à corps. Alors peut-être qu'il y aura des exceptions, on a notamment des exceptions avec les sorts qui ne ciblent pas. Vous avez les rayons à la The Boys, là, les gros rayons laser qui sortent des yeux du sorcier. Vous en avez un en bretonien et un en orc et gobelin. Ces sorts en fait n'ont pas de cible, c'est-à-dire vous allez le lancer en projectile magique. C'est un projectile magique, donc vous ne pouvez pas le faire si vous êtes engagé, si vous avez fait une marche forcée, et ça va faire 2d6 en ligne droite ou 4d6 en ligne droite, auquel cas, en fait, ça peut traverser un corps à corps. Encore une fois, c'est la notion de ciblage des unités au corps à corps qui sont importants. Donc là, 2 petits exemples qu'on voit très très souvent, la boule de feu et la bourrasque, qui se lancent tous les deux à 8. Il y en a un qui a une portée 24, qui va mettre 2d6 touches force 4 sans pénétration d'armure. L'autre qui se lance à 15 pouces, mais qui va se faire D3 plus 3 touches force 5, PA-1 et faire reculer l'adversaire. Voilà, c'est typiquement le genre de blast fait pour réduire les effectifs adverses, pour leur mettre des points de vie dans la gueule des monstres, etc. etc. Voilà, c'est le sort le plus facilement utilisable dans le jeu. Alors, l'un des sorts les plus complexes dans le jeu, c'est l'inverse, c'est les vortex. Les vortex, ça se lance pendant votre phase de tir. C'est pas lançable de la même manière que les projectiles magiques si vous êtes engagé au corps à corps ou si vous avez fait une marche forcée. Alors, il y a un espèce de trou. Certains, comme d'habitude, se sont jetés dedans. On vous dit que tous les sorts se lancent dans votre arc avant, que la cible doit être dans l'arc avant. Et ce qui fait que vous avez certaines personnes qui ont dit bah ouais, mais moi, un vortex, je ne cible pas le point où je mets mon gabarit. Donc, je ne le mets pas en arc avant. Par convention, globalement, vous allez voir que tout le monde place les vortex dans l'arc avant du sorcier. Vous pouvez tomber sur 2-3 personnes qui seront très, très premier degré sur certaines règles. En général, c'est un type de profil, donc attendez-vous à une game, surveillez le reste des règles.
Ça se tient. Encore une fois, on peut se dire que quand on te dit de poser le gabarit, ce n'est pas un ciblage. C'est clairement pas vu comme ça pour l'instant, même dans les conventions où il y a très peu de conventions, etc. Globalement, c'est pas joué comme ça, mais encore une fois, mettez-vous d'accord avec vos adversaires au début de la game s'il y a besoin. Et si vous êtes sur un tournoi Sword and Baguette ou des choses comme ça, bah ça sera arc avant, les gars. Vous déposez le gabarit. Alors attention, ce gabarit ne peut pas être au contact d'une figurine. C'est une vraie restriction. Certains, pas tous, vont dévier au début d'un tour. Donc au début d'un tour, la première chose que vous allez faire, avant les tests au moment des tests de stupidité, au moment des sorties des fanatiques, vous allez les faire dévier. Ce qui est donc que vous allez lancer 1 ou 2 D6 selon le sort. Je ne crois pas qu'il y en ait qui bougent de 3 D6 pour le moment. Un dé de dispersion. Si le dispersion donne un hit, le vortex ne bouge pas. Si ça donne une flèche et une valeur de 1 D6 ou de 2 D6, vous allez le bouger dans la direction en question. Notez qu'il ne peut pas finir sur une figurine. La vraie différence entre la 1.4 et la 1.5, c'est que maintenant il va bouger, une fois qu'il est placé sur une figurine, il va bouger du minimum requis pour être placé. Donc ce qui veut dire qu'avant il faisait une énorme ligne droite et il traversait tout, maintenant il va bouger du minimum requis, donc il y a des mondes où en fait il va juste se décaler pour ne toucher qu'une seule unité dans l'énorme majorité des cas. Notez aussi qu'il n'y a rien qui l'empêche de finir sur un infranchissable, dans un décor ou des choses comme ça. Donc même si ce n'est pas forcément intuitif, vous pouvez avoir un vortex qui termine son mouvement sur un infranchissable. Bon, bah, c'est magique, hein, pourquoi pas. Notez que maintenant, si lui il bouge sur une unité ou si une unité le traverse, il va lui infliger les touches du vortex. Donc par exemple, on a le D3 plus 3 touches, force 3 PA-2 du pilier de flamme. Si lui bouge pendant la phase où il se déplace de manière aléatoire ou si une unité le traverse, elle va prendre des touches. Et ce sont souvent, encore une fois pas toujours, mais souvent des terrains difficiles ou dangereux, des fois que pour l'adversaire, des fois que pour vous, etc., etc. Bref, ce sont des sorts qui ont des impacts assez énormes sur le jeu. Maintenant, ils vont pouvoir être joués de manière un peu plus défensive, alors qu'avant c'était des sorts très offensifs. Donc voilà, vraiment prenez en compte les vortex. Ce qui est très important surtout, c'est que vous ne ciblez pas une unité ennemie, vous ne le mettez pas sur une unité ennemie, il n'y a pas de ciblage de l'adversaire, ce qui veut dire que l'adversaire ne peut pas utiliser sa résistance à la magie. C'est pour ça que c'est des sorts qui sont très très forts contre les nains. L'un des gros changements aussi, c'est au niveau de la dissipation des vortex. Par le passé, en fait, on ne pouvait dissiper un vortex, on ne pouvait tenter de dissiper que quand on était à portée du sorcier. Maintenant, pendant votre phase de conjuration, vous allez pouvoir tenter de dissiper avec votre bonus magique si votre sorcier est soit à portée du vortex, soit à portée du sorcier qui a lancé le jeu. Donc ça, le portier qui a lancé le jeu, c'est la règle reste en jeu, qui permet de le dissiper de cette manière-là. Et le type vortex a en plus une dissipation quand vous êtes à portée du gabarit. Donc ça rend les choses un petit peu plus agréables pour l'adversaire. Enfin, ça dépend de quel côté vous êtes. Au niveau des différents types de sorts, on finit par les sorts d'assaillement qui se lancent toujours à chaque phase de combat, la vôtre et de l'adversaire. Donc la condition, c'est que votre sorcier soit engagé au corps à corps, qu'il est dans le rang combattant, et ça ne peut cibler que les unités en contre qui il est engagé. Donc même si vous avez un sort de lance-flamme parce que votre mec il est en contact avec une figue, essayez pas de le placer directement sur le côté pour aller cramer les mecs à côté. C'est clairement pas l'esprit de la règle. Vous en avez de différents types. Vous en avez tout simplement qui vont balancer des touches. On a celui de la haute magie qui va vous faire D3 touches force 5 sans sauvegarde d'armure ou régénération. Donc c'est très très fort. On est quasiment sur D3 morts contre les unités lambda. Donc encore une fois, pendant votre phase de corps à corps et pendant celle de l'adversaire si vous le voulez. Pensez que pendant votre tour, vous avez une fatidique. Alors c'est très très bête. Mais si vous avez un sorcier qui lance et que votre sorcier est engagé dans un autre corps à corps, etc., pendant votre tour, vous avez votre fatidique. Donc vous pouvez l'utiliser soit pour dissiper un sort restant en jeu en phase de conjuration, ou si là vous ne l'avez pas utilisé, pour dissiper un sort d'assaillement qui serait lancé si vos sorciers ne sont pas à portée ou engagés. Et enfin, vous avez le spectral doppelganger, le spectral doppelganger, j'ai oublié le nom, le double spectral. Qui est un sort qui est vraiment particulier parce qu'en fait vous allez utiliser les règles spéciales du caster. Donc pour tous les sorts, en fait, si votre sorcier a par exemple Armor Bane 2, Arme Perforante 2, vos sorts ne vont pas en profiter. Vous n'allez pas, sur les 6 pour blesser, même si votre sorcier a Arme Perfo 2, vous n'allez pas faire PA-2. Le spectral doppelganger est une exception à ça. On vous dit bien d'utiliser les règles spéciales du caster. Donc si vous avez un caster qui a la règle spéciale coup fatal, eh ben, son épée magique qui va transporter les becs va faire coup fatal, etc. etc. Donc faites vraiment attention, c'est un gros changement.
Au niveau des stats, moi je vous je vous renvoie, non, je ne vous renvoie plus parce que maintenant ce n'est plus valable. On avait ce rapport de force qui était là, donc un grand merci comme d'habitude, même s'il ne regarde pas la chaîne, au mec de Squarebase qui avait sorti des tableaux de stats en début de version de The Old World, donc il y a un an maintenant, pour faire, bah voilà, j'ai un niveau, je dois caster un sort à plus 5, j'ai un niveau 4 en face de moi. Bah, j'ai seulement 24% de chance avec mon niveau 1 que ça passe, en prenant en compte la chance que je lance le dé et la chance que ça soit dissipé par l'adversaire. Donc on avait sur des ratios qui étaient un petit peu compliqués. Et vous voyez, c'était quand même assez difficile de lancer des sorts. Alors attention, leur tableau ne prenait pas en compte les fiascos et les irés. Ça, on va en parler juste après. En fait, maintenant, le rapport de force, il a vraiment changé. Parce qu'en fait, un niveau 4 va plus avoir plus 4 pour lancer son sort, il va avoir plus 2 et pareil pour dissiper. Là où un level 1 ou 2 va avoir plus 1. Donc au final, on a vraiment réduit l'impact des niveaux 4 dans le jeu, dans le sens où ils pourront toujours lancer 3 sorts, 4 sorts, les niveaux 3 ou 4, ils vont pouvoir toujours dissiper à 24 pouces, mais ça va être plus difficile pour eux de caster, parce qu'ils vont plus caster à typiquement plus 4. Donc quand on avait des sorts qui se lançaient à plus 4, un sort level 7 ou 8, en moyenne, si vous tapiez pas votre fiasco, vous étiez plutôt bon. Là maintenant, plus 2, vous allez avoir beaucoup d'éléments, beaucoup plus d'échecs au niveau de vos lancements de sorts. Et de la même manière, maintenant quand vous avez réussi, même un 8 ça vous fait un 10, l'adversaire doit faire 11 au dé, donc lui il doit juste faire 10, alors qu'avant il devait faire 12. Donc ce ratio vraiment de truc est très impactant, et pour arriver à faire le truc, voilà, on a fait des stats. Alors comme d'hab, les stats, vous accordez pas, est-ce que le troisième chiffre après la virgule est à prendre en compte? J'ai essayé d'aller très très loin, dans le sens où j'ai essayé de prendre en compte, dans le fait qu'un sort passe, le fait qu'il passe en iré, le fait qu'il passe sur un fiasco, après un fiasco, pardon, et sur les résultats 8+, où le sort va passer. J'ai pas fait de différence en fait s'il passait en iré, s'il passait en simple, etc. Donc les stats sont pas exactes, on va être souvent sur 1-2% de différence, mais encore une fois, ce qui compte, c'est les grandeurs d'idées. Donc maintenant, je vous ai mis 3 bonus, je vous ai mis plus 1, plus 2, plus 3. Pourquoi plus 3 ? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'armées qui vont aller chercher le plus 1 supplémentaire pour caster. Globalement, si vous voulez jouer un level 4, jouez toujours une source pour avoir plus 1 pour cast d'une manière ou d'une autre. Alors comme j'ai dit, vous avez les ogres qui vont pouvoir aller jusqu'à 2 et des 3 derrière. Donc vous avez les hommes bêtes qui ont des capacités spécifiques, tout ce qui va avec. Surveiller, non c'est bon, je ne me suis pas trop étendu. Mais voilà, ce qui est intéressant en fait, c'est que voilà, pour casser les spells, vous allez casser à plus 2. Vous voyez que même un sort qui se casse à 10+, là vous êtes seulement à 41% de chance que ça passe. Donc déjà, l'équilibre a franchement descendu. En gros, tout ce qui est sort, maintenant qui n'est pas sur un sort les sorts jusqu'à 9, en stade vous êtes censé les passer si vous avez un plus 2. Si vous ne l'avez pas, ça commence à être vraiment compliqué. Et si vous n'avez pas ce plus 3, vous pouvez voir que les sorts à 10, ça devient vraiment, vraiment compliqué de les balancer. Et donc, c'est à prendre en compte. Et en face de ça, vous avez la probabilité que le sort passe versus une dissipation. Donc, par exemple, vous avez un sort, on va dire un Viltide d'une ville nuée, lancé à plus 2, vous avez 72% de chance qu'il passe. Si vous affrontez un mec qui a plus 1 pour cast, vous passez à 43%. Un mec qui a plus 2, vous passez à 40%. Un mec qui a plus 3, vous passez à 35%. Donc ce qui veut dire que même votre Viltide, compliqué. Vraiment compliqué que le sort passe. Donc là, c'est un sort à plus 1 pour cast. Et j'ai fait la même chose avec les plus 2 et les plus 3. Donc voilà, pour revenir à mon exemple, mon Viltide, avant c'était quasiment à 80% de chance qu'il passe. Maintenant, si je casse à plus 3 parce que j'ai mon sorcier à portée de pierre des hardes, ça me fait 66% de chance de passer face à un level 1, 60% versus un level 2 et encore 53% même face à une enclume qui va avoir plus 3 pour dissiper. Et clairement, plus 3 pour dispel, plus 2 pour dispel, c'est le cas qu'on va voir le plus souvent avec des level 3 ou des level 4, 60%, je le joue encore. Si j'ai pas mon bonus de cast, je suis quasiment à 50%. Une chance sur 2 de placer un Viltide et de tuer l'adversaire, je le fais encore. Donc il y a beaucoup de joueurs en fait qui se sont dit j'arrête la magie. J'arrête la magie, c'est dur de cast, c'est dur de faire les choses. Non, clairement pas. Donc bien sûr, si votre adversaire a de la résistance à la magie et un sorcier niveau 3, typiquement des nains, là vous allez en chier. Clairement vous allez en chier. Même si vous avez plus 3 pour cast, votre sort qui est censé passer à 8, il va passer à 10.
Donc vous allez être sur, s'il a plus 3 pour cast, parce qu'à cause de la résistance à la magie 2, bah, en moyenne déjà vous ne passerez pas, vous perdez 10% de chance de passer le spell à cause de la résistance à la magie 2. Donc l'air de rien, c'est quand même impactant, on ne peut pas dire le contraire. Mais contre les mecs qui vont dissiper à la normale, ou pire qui vont abandonner la dissipation, puis vous allez les dégommer comme avant. Moins facilement, mais en mettant les moyens de votre côté, donc aller chercher du plus 3 pour cast avec votre level 4, beaucoup d'armées le peuvent, ou le peuvent sur des sorts spécifiques, ou le peuvent en bulle, ou le peuvent sans effort, etc. Ben vous allez continuer à mettre à gameler les unités adverses. Et ça c'est très intéressant en fait, parce que beaucoup de joueurs ont dit la magie est morte, j'arrête le level 3, le level 4. Bah pas tant que ça, et voire même pas du tout. Oui, les sorts vont passer moins facilement. Oui, ce sera plus difficile parce qu'en fait, vous aviez toujours, grosso modo, si vous mettiez 250 points dans un sorcier, il allait rapporter ses points. Maintenant, bah, au même titre qu'un héros combattant, ça peut merder, ça peut passer, il y a des risques, des avantages. Donc plutôt sympa. De la même manière, je me suis amusé, vous savez, on avait l'usine à nos rubis de ruine. Beaucoup de joueurs ont dit c'est fini l'anneau rubis de ruine, ça sert à rien. Moi le premier. Je me suis dit, vas-y, le nombre de fois où ça passait pas, et puis avec les disciples, machin, c'est chiant. Bon, allez. On a Olivier, qui est sur le Discord Fallen Baguette, qui est aussi sur le Discord du Old World d'ailleurs. Il y a encore. Donc, un mec du Sud qui parle avec un accent, un accent qui chante le rugby. Je ne vais pas commencer à l'imiter, sinon ça va faire du Michel Leb et c'est horrible. Voilà, il a un accent qui chante le rugby et il se l'a dit, bah ouais mais regardez les gars, l'anneau de fureur des hauts elfes, maintenant c'est un peu plus dur parce que tu perds un point pour le cast, mais en contrepartie vu que tu n'as plus de level 4 qui dissipe, au final t'es souvent plus intéressant de le faire. Et donc je me suis amusé à faire les stats, et même pour l'anneau rubis de ruine déjà, et après on le fera aussi pour les vortex, pour comparer entre avant et après. En fait, avant, si vous aviez 8 plus pour cast, vous avez 2d6 plus 2, contre un level 2, un level 3 et un level 4, vous aviez 56, 44 ou 33% de chance que ça passe. Donc ce qui était quand même raisonnable, une chance sur 3 que ça passe s'il y avait un level 4 à porter. Bon, voilà. Maintenant, quand vous avez affronté un plus 1 ou un plus 2, vous allez voir que contre un plus 1, vous allez être à 39%. Et contre un plus 2, vous allez être à 35%. Donc ce qui veut dire que quand vous allez être dans le cœur de la mêlée, et c'est souvent là où sont ce genre de sorciers, littéralement, quand vous avez un level 4 en face de vous, vous avez même un peu plus de chances de le passer qu'avant. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif de prime abord. Mais c'est vraiment très intéressant, et je leur remercie vraiment d'avoir mis en avant cet aspect-là, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, et c'est ce qui fait que j'ai remis un anneau rubis de ruine dans ma liste, il ne faut pas déconner. Alors par contre, si vous affrontez du RM2, forcément vous allez caster à -1, donc ça va être très compliqué déjà de cast et spell, et si vous affrontez un level 1 ou un level 2, vous voyez que au final c'est très peu impactant, c'est vraiment vous qui allez plus souvent louper le sort que l'adversaire qui va le dissiper, donc ça va se faire du 23, du 22%. Donc en gros, balancez pas votre anneau rubis de ruine face à des cibles qui ont résistance à la magie 2, ou alors faites-le en vous disant que la proba qu'il se passe quelque chose est très très faible. C'est toujours possible, j'ai pris des gros 12 sur l'anneau rubis de ruine, suivi d'un 11 touches qui me massacre un pack d'Ungor. Mais encore une fois, la stat n'est pas là. Mais dans une game, vu qu'il n'y a pas de fiasco, vu qu'il n'y a pas d'irrésistible, ça ne vous coûte rien de balancer votre anneau rubis de ruine. Donc ne le mettez pas à la poubelle. Si vous avez des magos qui sont toujours intéressants en petit électron libre pour éviter les zones de dissipe adverses, ou que vous savez que vous n'êtes pas dans une méta avec beaucoup de résistance à la magie, clairement ne le jetez pas. Et de la même manière, et ça je m'en suis rendu compte au bout de 3 games, il m'a fallu 3 games avant de comprendre, les vortex sont en fait beaucoup plus costauds qu'avant. C'est paradoxal, ils ont été nerfés sur le sort de lancement, ils sont plus durs à caster, c'est vrai, mais regardez, avant quand vous le passiez face à un level 2, 3 ou 4, voilà, comme on l'a dit, grosso modo, un sort qui se passait à 9, vous aviez de bonnes chances de le passer. Donc c'est l'inverse. Ça, c'est les sorts les probas que ça passe pas. Donc vous aviez 70% de chance que ça passe contre un level 2. Vous aviez 60% de chance que ça passe face à un. Hop. Et 47 contre un level 4. Donc c'était plus ou moins équilibré et tout ce qu'elle est avec. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est qu'avec le 2d6 plus 2 et les casses, comme on l'a vu, l'écart s'est réduit.
Ce qui veut dire que bah, vous êtes à 39% de chance que ça passe, 35% de chance que ça passe, vous avez moins d'impact sur votre plus 2 au lieu d'un plus 4 pour caster, c'est sûr, mais les sorts adverses le dissipent. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que regardez, quand le sort est passé, et ça je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure des parties, quand le sort est passé, et putain, votre vortex il va rester plus longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'ils ont castré le pilier de feu. Je pense que c'était pas qu'il était trop fort de base, c'est que vu qu'il va rester très longtemps en jeu, il va se prendre des D6 en plus bien plus longtemps. Donc là, ils l'ont nerfé, c'est très très bien. Bah, avant, quand c'était dissipé à la fatidique, c'était 8%, 28, 42 et 58 par un level 4. Donc en fait, un level 4 avait 60% de chance, quasiment une 3+, de dégommer votre spell. Bah maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. La fatidique, elle n'a pas bougé. Le level 1, 17. Et ben votre level 2, votre level 4, il n'a que 28% de chance d'arriver à dissiper ce spell. Et l'air de rien, c'est compliqué. Donc, on va être sur des vortex qui vont rester bien plus longtemps en jeu qu'avant, qui vont être plus durs à caster, mais une fois qu'ils seront passés, bah, il faudra un petit coup de chat de l'adversaire pour le dissiper. Et c'est ce qui fait que bah, j'ai conservé mon level 4 et mon level 2 dans ma liste, parce que bah, j'ai aucune volonté, entre guillemets, de ne pas prendre en compte la réalité statistique, qui fait que ces sorts sont encore très impactants et font leur taf dans cette nouvelle méta. Alors attention, ils sont plus durs à lancer, donc je vais rager beaucoup plus de fois quand ça va passer, quand je vais lancer mes dés, mais en contrepartie, bah, quand ça passera, j'aurai plus de chances que l'adversaire n'arrive pas à le dissiper. Donc au final, c'est plutôt sympathique. Les petites choses à connaître aussi, vous avez l'air beaucoup de choses qui vont faciliter les casts ou les discasts, les discasts, ouais, dispel. Vous avez le parchemin de pouvoir, vous allez lancer 3d6 et retirer le plus bas. Donc vous pouvez voir au niveau des stats, quand vous lancez un sort, typiquement sur un sort à 9+, vous commencez à voir c'est vraiment très impactant. Vous passez de 28% à 52%, vous passez de 42 à 69%, nice, contre un 8+. Donc voilà, c'est vraiment très 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 impactant. Donc c'est un objet de sort qui est commun, qui est spammable. Donc n'hésitez pas, si vous vous lancez dans des domaines avec des domaines qui ont des niveaux de magie assez élevés à 9 ou à 10, n'hésitez pas, parce qu'il y a des moments où il faut que le sort passe et vous allez avoir besoin. Bon, notez que quand vous devez faire quand même 12+, même avec typiquement un 10 avec une résistance à la magie 2, bon, vous voyez que vos sorts sont quand même quasiment très difficilement lançables. Vous allez être plus ou moins sur un double 6 ou que dalle. Donc voilà. Au niveau du parchemin de dissipation, c'est la même. C'est la même chose, mais pour dissiper. Donc vous allez lancer 3D, discarder le plus bas. L'amulette d'obsidienne, qui est très intéressante. C'est un objet magique commun que vous pouvez multiplier. Si vous en avez une, en fait vous pouvez l'acheter une fois, 2 fois ou 3 fois sur votre personnage. Si vous en avez une, résistance à la magie 1. Si vous en payez 2, donc 40 points, ça fait RM2. Si vous en payez 3, ça fait RM3. C'est cet objet qui fait que les joueurs ont souvent cru que la résistance à la magie se cumulait avec elle-même. Non, c'est vraiment l'amulette d'obsidienne qui se cumule avec elle-même et qui dit, en gros, si vous en avez acheté un, vous avez RM1. Si vous en avez acheté 2, vous avez RM2. Si vous en avez 3, vous avez RM3. Donc toujours très intéressant, c'est 40 points. Pour tous les champions à 50 points qui peuvent porter les objets magiques, c'est clairement l'un des objets qui est à mettre en avant. Pour les forces fantastiques, vous avez dans les dissipations, vous avez Élise Duchard qui est devenue un banger, mais vraiment de folie. Elle a +3 pour dissiper, parce que c'est sa capacité. En fait, c'est une level 3 qui est dissipée à +1, donc qui était équivalente à une level 4 avant. Maintenant, elle va dissiper à +3, donc elle fait partie des meilleurs dissipes. Et quand elle tente de dissiper, si elle fait un double pour dissiper, la dissipation est une irrésistible, donc c'est un double 6, donc un double 2 compte comme un double 6, et le sorcier qui a lancé le sort perd un point de vie. Donc autant vous dire qu'elle est très très forte dans cette nouvelle méta. Vous avez les shards de la gueule, la maucharde en KT à 18 pouces, ou les sorciers ennemis, s'ils sont à 18 pouces de l'objet magique, s'ils font un double pour casse, quel que soit le double, ils prennent un fiasco. Vous avez l'Empire qui a un petit objet magique, les shards du Répurgateur, qui vaut 20 points, qui va donner résistance à la magie 2 et une relance de sauvegarde d'armure sur le porteur une fois dans la game. Ce qui veut dire que pour le prix d'une résistance à la magie 1, eux déjà ils ont 2, donc déjà c'est déjà le feu. Et ils ont la petite relance qui fait plaisir quand vous le mettez sur un champion chevalier ou des choses comme ça. Niveau KO, on a la poupée infernale qui est passée de 24 à 15, et heureusement, parce que là maintenant 3d6, vous retirez le plus bas,
ça vous dégomme vos stats au niveau des éléments, ça multiplie, ça vous fait passer de 2 et quelques à 7% de chance de faire un fiasco, donc 3 fois plus de chances de faire un fiasco, plus difficile de lancer les sorts, etc. Vraiment très impactant. Les guerriers du chaos ont toujours le collier des reins qui vous file une résistance à la magie 2 pour 20 points. Alors, juste 20 points, donc c'est mieux que celle que l'amulette obsidienne de base, hein, c'est 20 points de moins. C'est pas encore aussi bien que celle de l'Empire qui en plus file une relance sur la sauvegarde d'armure. Mais bon, voilà, good guy, bad guys, il y a toujours les mêmes qui sont aidés. Et vous avez des combinaisons, notamment en homme bête. Vous avez votre dague, en fait, vous allez sacrifier un gore, vous allez pouvoir avoir plus 1 pour cast. La pierre des herdes vous donne aussi plus 1. Si vous êtes dans la nouvelle armée d'infamie, vous pouvez avoir en coven, si vous avez un autre sorcier à portée de commandement, vous allez pouvoir caster à plus 3. Donc en fait, ça va vous faire plus 5 pour votre level 4. Donc vous allez être vraiment capable d'impacter la magie. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a plein de choses. Il y a la serpe de Grut en ogre qui est vraiment très intéressante. Sacrifier un gnoblard pour plus D3 pour caster un spell. Vous le faites tous les jours et ça donne enfin de l'intérêt au gnoblard, même si là maintenant, ils vont prendre les objectifs. Donc c'est vraiment très bien. Vous avez les tokens des Skaven qui vont filer D3 en plus pour lancer un sort. Avant, c'était peu impactant parce qu'avec le level 4, etc. Et quand c'était moi qui lançais le dé, dans tous les cas, ça faisait 1, donc je perdais juste un PEV. Mais ça va vous permettre d'assurer vos casses. Alors attention, c'est compliqué, vous n'avez que D3, il y a un risque de perdre des PEV, etc. Mais c'est gratuit, vous l'avez déjà. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez les hommes lézards qui ont un très bon objet magique à 45 points qui file résistance à la magie 2 et une invue à 5. Donc là, autant de vous dire que comparé à la belette d'obsidienne, c'est un véritable banger. Donc voilà, vous avez énormément de choses. Les legacy sont très très bien fournis par ces évolutions parce que vous avez plein de petites manières de gagner du plus 1 pour pas cher. Le mortiste qui reste un must-have pour les contes vampires, les bâtons du crâne, etc. Enfin, vous avez énormément de très très bonnes choses qui vous permettent que la magie ne soit plus aussi impactante qu'elle a été. Mais attention, vous avez vu les stats, les sorts vont continuer de passer. Les sorts vont continuer de vous en mettre dans la gueule si vous ne vous protégez pas. Donc vraiment, continuez à prendre de l'anti-magie, continuez à prendre au moins un petit level 1 avec une poupée si vous jouez en KO, continuez à faire tout ce qu'il vous faut pour ne pas tomber entre guillemets dans l'émotion, de se dire vas-y la magie a été nerfée, j'en joue plus. Parce que clairement, les premiers retours qu'on a fait et les stats vous disent que ça reste un putain de banger. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les tournois French Hammer. Là, les prochains tournois qu'on a où on sera, c'est cet été. On organise, là, le tournoi est lancé. Enfin, il se lancera au moment, peut-être 1 heure ou 2 après le lancement de cette vidéo. Tournoi en équipe de 5 en ligne totalement gratuit, avec en plus une particularité où l'équipe qui arrive première et l'équipe qui arrive dernière vont avoir des lots. Vous avez, des bons de réduction, faut déconner, on va pas vous donner de l'argent. En août, je pense qu'on fera une pause. Je suis pas sûr qu'il y ait un tournoi en ligne sur le mois d'août, histoire que les gens se reposent un petit peu. En septembre, personnellement, je serai au tournoi de Lyon les 13 et 14 septembre, donc tournoi en solo. Pour aller faire le mariole. On a la semaine d'après, 20 et 21 septembre, on fait le deuxième gaz bordel au Café du Vieux Monde à Rennes. C'est déjà plein, je suis désolé. Et là, au niveau des prochaines dates qui suivent, vous avez novembre, on vient de valider, 8 et 9 novembre, tournoi en équipe de 5, avec, pour encourager, venez jouer en équipe, vous allez voir, c'est fantastique. Surtout si vous êtes un joueur débutant, vous allez être bien mieux accompagné parce que vous aurez des potes, parce que vous allez faire le truc, parce que si vous prenez une branlée en équipe, vous allez vous faire chambrer, mais au moins vous ne serez pas tout seul face à votre défaite, etc. Bref, le tournoi en équipe, c'est le feu. Regardez les retours des mecs de Domazan. On a des mecs qui avaient peur de tomber sur des mangeurs d'enfants, etc., qui ont vraiment regretté de ne pas être venus. On veut faire la même chose, donc 8 et 9 novembre à 3. Et les autres tournois, non, c'est encore trop tôt, j'ai pas le droit de les annoncer. Bref, plein de choses pour cette fin d'année. Venez jouer en tournoi, jouer au format French Hammer. Bref, le jeu vendu tel que par Game Workshop. N'oubliez pas que c'est toujours mieux de jouer au jeu que d'inventer le sien. Ou alors, si vous voulez inventer votre jeu, il y a 9e match et c'est très très bien fait. Bon, bref, trop long, un peu cringe. Donc, likez, partagez, abonnez-vous, tout ce qui va avec. Allez, à bientôt tout le monde. I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.